Avez-vous déjà remarqué que parler longuement de vos projets vous procure souvent une étrange sensation de légèreté et, paradoxalement, une moindre envie d'agir? La question paraît simple, presque innocente, mais si elle vous perturbe, c'est que vous avez déjà vécu cette situation. Ce sentiment de soulagement après avoir tout expliqué à quelqu'un, comme si le problème était résolu, même quand rien n'a été fait. Cela semble normal, mais ça ne l'est pas, et presque personne ne s'interroge. Honnêtement sur ce point, on croit souvent qu'expliquer ses projets est un signe de clarté, de maturité et de concentration, que tout mettre à plat permet d'organiser ses idées, de s'engager et de se motiver. Mais en pratique, un phénomène silencieux et paradoxal se produit. Plus on parle de ce qu'on compte faire, moins on a d'énergie émotionnelle pour passer à l'action. Non pas par faiblesse, indiscipline ou incohérence, mais parce que le cerveau réagit d'une manière presque inexplicable. C'est là que tout bascule. Observez comment cela se produit au quotidien. Vous dites que vous allez changer de vie, vous lancer dans un projet, devenir plus discipliné, mieux maîtriser vos émotions. En parlant, vous ressentez un certain enthousiasme. Certains approuvent, d'autres vous encouragent, d'autres encore vous questionnent. Et à cet instant précis, quelque chose en vous se détend. La tension qui devrait vous pousser à agir se dissipe. Presque sans vous en rendre compte, vous troquez l'action concrète contre une validation émotionnelle. Si cela vous semble familier, poursuivez votre lecture. Le problème, c'est que parler procure une sensation proche du progrès. Cela apaise l'anxiété et calme le malaise de ne pas encore être celui ou celle que l'on souhaite devenir. Mais ce soulagement a un prix caché. Il freine l'élan nécessaire à l'action, peut s'en rendre compte. Mais le simple fait d'expliquer ses projets agit souvent comme une soupape de sécurité. On ne passe pas à l'action, mais on a l'impression d'avoir progressé. Et c'est là l'une des idées fausses les plus dangereuses en matière de maîtrise des émotions et de force mentale. Vous avez peut-être remarqué qu'après avoir trop expliqué, vous devenez plus sensible aux réactions des autres. Si quelqu'un vous pose des questions, vous vous découragez. Si quelqu'un ne vous prend pas au sérieux, vous vous sentez irrité. Si quelqu'un doute de vous, vous ressentez le besoin de réagir, de prouver, de vous justifier. Et soudain, vous ne vous concentrez plus sur ce que vous contrôlez, mais sur ce que pensent les autres. Presque personne ne s'en aperçoit, mais c'est précisément là que l'énergie commence à s'évaporer. Ce qui semble être une communication saine n'est souvent qu'une tentative inconsciente d'apaiser les tensions internes. Et plus on agit ainsi, plus on devient dépendant des réactions extérieures. Le plus curieux, c'est que le problème n'a jamais été un manque de discipline, mais un excès d'explication. Parler calme, certes, mais cela engourdit aussi. Et lorsque l'esprit est satisfait trop tôt, le corps ne voit plus de raison d'agir. Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre, car il existe une différence fondamentale entre le silence vain et le silence stratégique. Comprendre cette différence transforme radicalement votre façon de gérer vos impulsions, vos émotions et vos décisions. C'est à partir de ce moment que l'arrêt des réactions cesse d'être une théorie et devient une véritable pratique. Et c'est peut-être pour cela que ce sujet est si troublant lorsqu'on l'examine de plus près. Car il ne désigne rien d'extérieur, il n'accuse pas le monde, il ne rejette pas la responsabilité sur autrui. Il révèle une habitude silencieuse, presque automatique, que beaucoup répètent en croyant s'organiser, alors qu'en réalité, ils ne font que repousser l'échéance d'une confrontation avec eux-mêmes. Si vous vous êtes déjà surpris à trop parler et à trop peu agir, non, pas comme une faiblesse morale, mais comme un schéma émotionnel. Il est important de le reconnaître sans culpabilité. C'est ainsi que commence à se construire la maîtrise de soi. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Parfois, mettre des mots sur ce que vous ressentez ne consiste pas à vous justifier, mais à réaliser que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Lire des témoignages similaires renforce quelque chose qui va au-delà de la vidéo. Cela crée une communauté silencieuse de personnes qui cherchent à moins réagir et à mieux agir. Et si cette conversation vous a interpellé, aimer la vidéo est un moyen simple de continuer à partager ce type de réflexion et d'atteindre d'autres personnes qui pourraient se trouver prises au piège de cette même situation. Si ce contenu résonne avec un moment précis de votre vie, vous abonner à la chaîne est un geste presque naturel pour assurer la continuité, non pas comme la promesse d'une solution miracle, mais comme un choix d'explorer des idées qui exigent plus de profondeur, plus de présence et moins de distraction.
Votre participation est essentielle à la vitalité et à la pertinence de cet espace, car ce type de conversation est rare dans des environnements où tout doit être expliqué, justifié ou approuvé. Et c'est précisément à partir de cette prise de conscience, celle de réaliser où l'on dépense son énergie sans s'en rendre compte, que la conversation devient plus intéressante. Car parler moins n'est pas le but ultime. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe lorsqu'on cesse de réagir automatiquement et qu'on commence à orienter son énergie là où elle a un réel impact. Il y a là un point délicat que presque personne n'aime aborder, car il remet en cause une explication rassurante que beaucoup utilisent pour se protéger. L'idée que « je sais ce que je dois faire, je ne l'ai juste pas encore fait » semble innocente, mais elle masque quelque chose de plus profond. Lorsque vous expliquez vos projets, lorsque vous verbalisez vos intentions à répétition, le cerveau ne fait pas pleinement la distinction entre la parole et l'action. Cela paraît étrange au premier abord, mais c'est précisément là que réside la vérité cachée de ce comportement. Pour l'esprit, exprimer ce que l'on va faire active des circuits très similaires à ceux de l'exécution concrète. Cela génère un sentiment intérieur de progrès, même sans impact tangible sur le monde. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car ce mécanisme n'a rien à voir avec la paresse ou un manque de caractère. Il est lié à notre façon de rechercher un apaisement émotionnel. Expliquer ses projets réduit la tension intérieure. Cela calme le malaise de ne pas encore avoir atteint son objectif. C'est comme si l'esprit disait « Très bien, on a réglé ça pour l'instant ». Et ce « pour l'instant » peut durer des semaines, des mois, des années. Le problème n'est pas le manque de volonté d'agir. Le problème, c'est que l'urgence a été anesthésiée prématurément. Presque personne ne s'en rend compte. Mais lorsqu'on reçoit une validation précoce, qu'il s'agisse de louanges, d'encouragement ou même d'un simple « c'est logique », quelque chose change en nous. L'énergie nécessaire pour prendre des décisions difficiles commence à s'estomper. Le cheminement qui exigerait silence, inconfort et répétition se réduit à une idée bien formulée. Et les idées bien formulées donnent l'illusion de la maturité. Mais la véritable maturité ne se mesure pas à la quantité d'explications que l'on donne, mais à la capacité de la maintenir même en l'absence de témoins. Cela a également un impact direct sur votre force mentale. Plus vous parlez, plus vous vous exposez aux réactions extérieures. Et c'est là qu'intervient un autre détail subtil. Le cerveau commence à adapter ses décisions en fonction de ses réactions. Si quelqu'un doute de vous, vous hésitez. Si quelqu'un vous critique, vous vous défendez. Si quelqu'un vous ignore, vous vous frustrez. Progressivement, vos décisions cessent d'être guidées par une conviction intérieure et commencent à être influencées par le bruit extérieur. Cela semble normal, mais ça ne l'est pas. C'est ainsi que beaucoup de gens perdent le contrôle de leurs émotions sans s'en rendre compte. Le plus curieux, c'est que, intérieurement, vous avez peut-être l'impression de faire un effort. Après tout, vous pensez, vous parlez, vous planifiez, vous réfléchissez. Mais il y a une énorme différence entre un effort mental dispersé et un effort concentré. Expliquer ses projets crée souvent une fausse impression de réussite, comme si le simple fait de connaître le chemin suffisait. Et c'est l'un des pièges les plus dangereux du développement personnel profond, car il se dissimule sous les apparences de la conscience et de la clarté. Quand on commence à comprendre cela, notre façon de penser change. On réalise que nombre de décisions importantes n'ont pas besoin d'être annoncées. Elles doivent être protégées. Le silence, dans ce cas précis, n'est pas un manque de direction. Il se situe en coulisses. C'est l'espace où la transformation s'opère, loin des opinions, des jugements et des attentes. Ceux qui bâtissent quelque chose de solide comprennent, même intuitivement, que moins expliqué permet de consacrer plus d'énergie à l'exécution. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car ce schéma influence aussi votre façon de gérer la frustration. Quand on parle trop et qu'on agit trop peu, la moindre erreur prend une importance démesurée. Cela semble confirmer un discours intérieur d'incohérence. Mais quand on agit discrètement, l'erreur devient un ajustement, non une révélation. L'impact émotionnel est différent. Le chemin paraît plus léger, même s'il est plus exigeant. Peut-être qu'en écoutant ceci, certaines situations récentes vous reviennent en mémoire, des conversations où vous êtes trop expliqué, des moments où vous avez ressenti un soulagement en parlant, puis trouvé étrange l'absence de réaction. Si cela se produit maintenant, ne le prenez pas comme une accusation. Voyez-le comme une révélation, car la prise de conscience de ce mécanisme est, en soi, un tournant. Dès lors, la question n'est plus
Que vais-je dire? Mais quelle est ma position? Commenter ci-dessous, cela me paraît logique. Derrière cette habitude d'expliquer ses projets se cache une réalité bien plus profonde que presque personne n'ose admettre, car elle touche à un sujet sensible, le désir de contrôler l'image que les autres projettent de nous. Souvent, on ne parle pas pour organiser ses idées, mais pour être compris, accepté, validé. On cherche à éviter les conflits, à anticiper les critiques, à obtenir du soutien. Cela paraît humain, et ça l'est, mais une vérité sous-jacente change complètement l'interprétation de ce comportement. Dès l'instant où nos décisions dépendent des réactions d'autrui, on a déjà, sans s'en rendre compte, perdu le contrôle de ses émotions. Remarquez la subtilité du phénomène. Vous partagez un projet en espérant des encouragements. Si vous recevez du soutien, l'enthousiasme vous gagne. Si vous rencontrez des doutes, quelque chose se fige en vous. Si vous recevez des critiques, l'irritation monte, ainsi que le besoin de mieux expliquer, de vous justifier. Et lorsque le silence s'installe, pire encore peut-être, ce sentiment étrange de vide apparaît, comme si le projet avait perdu toute sa valeur. Cela semble normal, mais ça ne l'est pas, car un projet ne devrait jamais dépendre de la réaction d'autrui. C'est là que la tension commence à monter, même sans que vous en ayez encore conscience. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car ce schéma en dit long sur la façon dont vous utilisez votre énergie mentale. Lorsque vous tentez de contrôler les réactions d'autrui, vous vous engagez dans une lutte perdue d'avance. Les gens réagissent en fonction de leurs propres références, frustration, peur et intérêt. Vous n'avez aucune prise sur tout cela. Malgré tout, vous essayez. Vous ajustez votre ton, choisissez vos mots, expliquez mieux, donnez plus de détails. Et pendant ce temps, un phénomène important se produit en coulisses. Votre attention se détourne de l'exécution pour se porter sur l'attente. Ce changement a un impact considérable sur votre parcours de transformation. Les décisions qui devraient être prises intérieurement se trouvent désormais négociées émotionnellement avec votre environnement. Vous commencez à évaluer vos prochaines actions non plus en fonction de leur logique, mais de ce qui engendrera le moins de friction. Progressivement, votre état d'esprit évolue. Sans vous en rendre compte, vous ne vous demandez plus « est-ce la bonne chose pour moi ?», mais plutôt « quel impact cela aura-t-il ?» C'est à ce moment précis, souvent insidieux, que votre force mentale commence à s'effriter. Le plus curieux, c'est que beaucoup confondent cela avec l'empathie ou la maturité émotionnelle. Ils pensent que prendre en compte les réactions d'autrui est un signe d'intelligence sociale. Et, dans une certaine mesure, c'est vrai. Le problème survient lorsque cette attention se transforme en dépendance, lorsque votre motivation fluctue au gré des applaudissements, des critiques ou de l'indifférence. À ce moment-là, vous ne maîtrisez plus vos décisions. Vous réagissez, et réagir constamment est épuisant, fatigant et engendre un sentiment permanent d'instabilité intérieure. Chercher constamment à être compris a un coût émotionnel élevé. Chaque explication sous-tend une attente implicite de retour. Et lorsque ce retour ne se présente pas comme prévu, la frustration, la colère refoulée ou le découragement s'installent. L'impact de ces explications s'accumule. Un projet abandonné par-ci, une décision reportée par-là, jusqu'à ce que l'on commence à douter de sa propre capacité à mener à bien un projet seul. Non pas par incapacité, mais parce que l'on a conditionné son cerveau à rechercher une validation extérieure avant d'agir. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car un tournant décisif survient lorsqu'on comprend que la maîtrise des émotions ne consiste pas à contrôler les autres, mais à accepter son impuissance. Dès lors, quelque chose se met en place en nous. On comprend qu'il est inutile de convaincre qui que ce soit au début du chemin. Cette tendance à trop expliquer est souvent une tentative inconsciente d'atténuer le malaise lié à l'absence de garantie. Or, c'est précisément ce malaise qui nous fortifie. Quand on cesse de dépendre des réactions d'autrui, l'exécution prend une autre dimension. Elle devient plus sereine, plus assurée, moins anxieuse. L'objectif n'est plus de prouver quelque chose, mais de construire quelque chose. Cela modifie l'impact émotionnel des décisions. On fait des erreurs, on s'adapte, on continue, sans public, sans justification, sans pression supplémentaire. Le chemin n'est pas plus facile, mais il est plus clair. Et c'est ce qui fait toute la différence à long terme. Peut-être vous souvenez-vous maintenant de situations où vous avez abandonné, non pas parce que le plan était mauvais, mais parce que quelqu'un doutait de lui, ou parce que vous sentiez le besoin de mieux l'expliquer, ce qui vous a épuisé.
Si cette prise de conscience vous vient, elle n'est pas destinée à vous culpabiliser. C'est une révélation, car identifier ce schéma est le premier pas vers la libération. Dès lors, la question se transforme. Au lieu de « comment vont-ils réagir ?», quelque chose de plus important commence à s'installer en vous. Notez ceci, je suis moi aussi dans ce voyage. Le point le plus contre-intuitif de cette conversation est peut-être de réaliser que le silence, si souvent mal interprété, n'a jamais été un signe de faiblesse. Il a toujours été une protection. Dans un monde où parler signifie exister, expliquer signifie avoir de la valeur et réagir signifie être présent, choisir le silence peut sembler une faiblesse. Mais c'est une interprétation superficielle. Le silence dont nous parlons ici n'est ni une fuite, ni un isolement, ni une peur de la confrontation. C'est une décision consciente de préserver son énergie mentale, son identité et son cap. Et lorsque vous commencez à le percevoir ainsi, votre rapport à vos propres décisions se transforme profondément. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car presque personne ne réalise à quel point les explications excessives fragmentent notre identité. Chaque fois que l'on s'explique, on s'adapte. On ajuste le récit, on change de ton, on réajuste ses intentions pour correspondre aux attentes de l'autre. Cela génère un brouhaha intérieur. Peu à peu, on ne sait plus si l'on agit par conviction ou par besoin de maintenir une version cohérente de ses propos. Le silence interrompt ce cycle. Il crée un espace de clarté entre l'intention et l'action, où la transformation s'opère en coulisses, sans interférence extérieure. Il y a une force tranquille à ne pas avoir à se justifier. Ceux qui agissent en silence ne s'engagent pas dans des débats inutiles, ne gaspillent pas leur énergie à justifier leurs choix et ne se sentent pas obligés de réagir à chaque opinion. Cela ne signifie pas indifférence, mais concentration. L'impact est considérable. Quand on cesse de réagir, la clarté s'installe. Et quand la clarté s'installe, les décisions deviennent plus simples, même lorsqu'elles sont difficiles. Le tumulte émotionnel s'apaise, et ce qui paraissait confus commence à s'organiser de lui-même. Beaucoup pensent devoir se justifier pour éviter les malentendus. Pourtant, une vérité se cache derrière cette idée. Tous les malentendus n'ont pas besoin d'être rectifiés. Certaines perceptions ne vous concernent pas. En cherchant à contrôler l'image que l'on projette, on perd la maîtrise de ses actes. Le silence stratégique rompt cette dépendance. Il agit comme un filtre. Seul l'essentiel est perçu. Le reste finit par perdre son influence. Le plus intéressant, c'est que le silence modifie notre perception de nos propres progrès. Sans applaudissements immédiats, sans commentaires incessants, l'avancement devient plus intime, moins théâtral. Cela exige une certaine maturité émotionnelle, car les encouragements extérieurs fréquents cessent. Mais en contrepartie, on gagne quelque chose de bien plus solide, la constance. Le parcours cesse d'être une performance et devient structuré. Et les structures ne font pas de bruit lorsqu'elles se construisent. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car le silence protège aussi quelque chose d'essentiel, votre identité en construction. Tout véritable changement traverse une période fragile, où la moindre interférence peut le faire dérailler. C'est précisément à ce moment-là que parler moins prend tout son sens. On ne dévoile pas ce qui est encore en train de se renforcer. On en prend soin, on le protège, on le soutient. Il ne s'agit pas d'insécurité, mais d'intelligence émotionnelle appliquée. Ceux qui comprennent cela cessent de confondre visibilité et progrès. Lorsque le silence devient un choix, il réduit considérablement le tumulte émotionnel. Moins de réactions, moins de comparaisons, moins d'usure. On commence à comprendre que nombre de provocations n'existent que parce qu'on y répond. Nombre de doutes ne font que croître parce qu'on tente de trop expliquer. En gardant le silence, non pas au sens littéral mais au sens stratégique, on renvoie ces distractions là où elles n'auraient jamais dû se trouver, hors de notre contrôle. Ce silence-là ne vous coupe pas du monde. Il vous ancre. Il crée un sentiment de présence affirmée, celui de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Et cette attitude transforme votre cheminement personnel. Vos décisions sont plus cohérentes, votre état d'esprit se renforce et l'influence des opinions extérieures s'atténue naturellement. Non pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous avez retrouvé votre équilibre. Peut-être, en écoutant ceci, commencez-vous à comprendre que le silence n'est pas la fin de la communication, mais le début d'une orientation. C'est lorsque vous cessez de réagir automatiquement et commencez à choisir où votre énergie doit véritablement être dirigée. Cette compréhension ouvre la voie à quelque chose d'encore plus profond,
quelque chose qui ne se limite pas au simple fait de ne pas parler, mais qui concerne la manière d'agir en l'absence de tout regard. Si cela vous semble logique, veuillez commenter ci-dessous, cela me semble logique. Il arrive un moment où la compréhension ne suffit plus. Après avoir perçu le bruit ambiant, la dépendance aux réactions et la valeur du silence, quelque chose change en nous. La conversation cesse d'être aisée et devient un défi, car la question n'est plus ce que l'on sait, mais ce que l'on peut maintenir. Agir sans s'annoncer semble simple en théorie, mais en pratique, cela révèle à quel point nos impulsions nous dominent encore. Le besoin de parler, d'expliquer, de prouver, d'être reconnu surgit presque automatiquement. Et c'est précisément là que commence l'entraînement. Agir en silence n'est pas seulement un choix stratégique, c'est un exercice quotidien de maîtrise de soi. Chaque fois que vous ressentez l'envie de parler et que vous choisissez d'agir, quelque chose se réorganise en vous. Au début, le malaise est bien réel. On a l'impression d'être à bout de souffle, comme si se retenir était trop lourd. Cela s'explique par le fait que le cerveau est habitué à soulager la tension par la parole. Lorsqu'on coupe cette voie, la tension persiste. Et c'est un point dont presque personne ne parle. La force mentale ne vient pas du confort, mais de la capacité à rester consciemment dans l'inconfort. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car agir sans prévenir révèle une vérité cachée sur la discipline. La discipline n'est ni une motivation constante, ni une rigidité extrême. C'est la capacité à ne pas réagir immédiatement à ses propres impulsions. L'impulsion de s'expliquer n'en est qu'une parmi d'autres. Lorsqu'on apprend à y résister, on comprend qu'on ne peut pas non plus céder aux autres. Le besoin de répondre aux provocations, de justifier ses décisions, de rechercher l'approbation s'atténue, non pas par indifférence, mais parce qu'on a appris à patienter. Cette formation se déroule en coulisses, par de petites décisions presque imperceptibles. Faire ce qui doit être fait sans en parler à personne. Ajuster sa trajectoire sans annoncer de changement. Persévérer sans public. Chacun de ces choix contribue à construire quelque chose qui ne se voit pas immédiatement, mais qui a un impact profond tout au long du parcours. On commence à avoir davantage confiance en soi, car on cesse de dépendre de stimuli extérieurs pour avancer. L'état d'esprit change, silencieusement, mais durablement. On croit souvent que certaines personnes naissent avec la maîtrise de soi, tandis que d'autres non. C'est pratique, car cela nous dispense de nous entraîner. Mais la réalité est moins romantique et plus puissante. La maîtrise de soi s'apprend. Apprendre à contrôler ses réactions s'apprend. Agir discrètement s'apprend. Au début, on échoue. On trouve des explications, des justifications. Mais, avec la pleine conscience, chaque tentative devient une étape de la transformation. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de répéter consciemment. Plus vous pratiquez, plus vous constatez que l'envie de parler diminue. Le silence cesse d'être un effort et devient naturel. Et lorsque cela se produit, un phénomène curieux se produit. Vos actions prennent plus d'importance, non pas parce que vous avez moins parlé, mais parce que vous avez davantage tenu bon. L'impact intérieur de ce changement est plus profond que toute reconnaissance extérieure. Immédiate, vous commencez à vous respecter davantage et cela modifie votre façon de prendre des décisions. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car cette formation ne se contente pas de transformer vos actions, elle transforme votre être profond. Agir sans le crier sur tous les toits exige présence, patience et une confiance intérieure qui ne dépend d'aucune confirmation. Cela modifie votre rapport au temps, aux erreurs et aux ajustements. Le cheminement devient plus intime, moins théâtral et précisément pour cette raison, plus puissant. Vous réalisez peut-être maintenant que le véritable défi n'est pas d'agir, mais de résister à l'envie de réagir pendant l'action. C'est dans cet espace, entre impulsion et choix, que se forge la force mentale. Et lorsque vous apprenez à y demeurer, quelque chose de plus grand commence à se dessiner, quelque chose qui ne se limite pas à une simple exécution silencieuse, mais qui consiste à cultiver une identité qui n'a pas besoin d'être constamment justifiée. Si cela vous parle, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis moi aussi en plein parcours. Un changement silencieux s'opère lorsqu'on cesse véritablement de réagir à ce qui nous échappe. Ce n'est pas spectaculaire. Cela ne s'accompagne ni d'euphorie, ni d'un sentiment de victoire immédiate. Au contraire, au début, c'est même étrange, comme s'il manquait quelque chose. L'impulsion de répondre, de s'expliquer, de se défendre disparaît. Ce réflexe automatique qui occupait auparavant une grande partie de notre énergie mentale s'est évanoui. Et c'est précisément dans ce vide
que quelque chose de nouveau commence à se former. Quand on cesse de réagir, la tension diminue, non pas comme par magie, mais progressivement. On réalise alors que nombre de tensions qui semblaient inévitables étaient en réalité créées par nos propres réactions émotionnelles. Les opinions qui nous déstabilisaient autrefois commencent à s'estomper, laissant moins d'impact. Les situations qui exigeaient auparavant des justifications suivent désormais leur cours. Cela ne signifie pas apathie, mais économie d'énergie. Et cette économie transforme radicalement notre façon d'aborder le chemin. L'anxiété commence elle aussi à s'estomper. Non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que vous cessez de les amplifier intérieurement. Lorsque vous renoncez à contrôler ce qui est hors de votre portée, votre esprit cesse d'anticiper des scénarios, des dialogues imaginaires, des réactions hypothétiques. Le brouhaha s'atténue, les décisions deviennent plus posées, plus claires. Vous commencez à réagir moins avec émotion et plus avec lucidité. Cela ne vous rend pas distant, mais vous apporte la stabilité. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car cette stabilité intérieure engendre un effet que peu de gens associent à la maîtrise de soi, la constance. Quand on ne réagit pas constamment, on a la possibilité de persévérer même sans reconnaissance, sans garantie, sans validation extérieure. L'attention se déplace alors du besoin de convaincre autrui vers la pérennité de son propre chemin. La pérennité est un mot important ici, car elle implique la permanence. Et la permanence est rare dans un monde accro à la stimulation et à la réponse immédiate. Ce changement d'état d'esprit modifie l'impact de vos décisions. Auparavant, chaque choix semblait lourd à porter, car il s'accompagnait d'attentes extérieures. Désormais, les décisions deviennent plus sereines, plus intimes. Vous commencez à faire davantage confiance à votre processus interne qu'à la réaction immédiate de votre entourage. Cela renforce un élément essentiel, l'identité. Une identité qui n'a pas besoin d'explications constantes, qui ne vacille pas au moindre commentaire, qui ne se perd pas dans le brouhaha ambiant. Ce processus procure un bénéfice émotionnel indéniable. Moins d'irritation accumulée, moins de frustration face aux petites choses, moins le sentiment d'être constamment redevable envers le monde. On commence à se sentir maître de soi-même, même lorsqu'on ne maîtrise pas la situation. Et cela change tout, car le véritable contrôle n'a jamais porté sur les personnes ou les situations, mais toujours sur la direction à prendre. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car diriger, c'est construire. Réagir, c'est gaspiller de l'énergie à tenter de corriger l'extérieur. Diriger, c'est investir son énergie dans l'intérieur. Ceux qui réagissent passent leur temps à éteindre des incendies émotionnels. Ceux qui dirigent construisant quelque chose de continu, même si c'est invisible au début. C'est l'une des révélations les plus importantes de ce parcours. Le véritable progrès est rarement bruyant lorsqu'il se produit. Vous commencez à comprendre que cette version plus sûre de vous n'est pas un idéal lointain. Elle se construit à partir de petits choix répétés. Choisir de ne pas répondre, de ne pas s'expliquer, de ne pas se laisser déstabiliser. Ces décisions paraissent simples, mais leur impact s'accumule avec le temps. Et cette accumulation modifie votre perception de vous-même. La confiance en soi cesse d'être un sentiment que l'on cherche à éprouver et devient une réalité corporelle, qui se manifeste dans votre comportement, votre posture. Le plus intéressant, c'est que lorsqu'on cesse de réagir, le monde ne s'écroule pas. Les gens restent eux-mêmes. Les événements continuent de se produire. La grande différence, c'est qu'on n'est plus emporté par eux. On commence à observer davantage, à agir avec plus de discernement et à gaspiller moins d'énergie émotionnelle. Le chemin demeure difficile, mais il cesse d'être chaotique. Il y a une direction, même au cœur de l'incertitude. Peut-être, en y réfléchissant, commencez-vous à ressentir un changement intérieur, non pas comme une conclusion, mais comme une préparation. Car apprendre à ne pas réagir, c'est créer un espace pour quelque chose de plus profond que la simple maîtrise des émotions. C'est créer l'espace nécessaire pour choisir qui l'on devient au fil de son cheminement. Si cela vous parle d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous. Cela me paraît logique. Il arrive un moment où tout cela cesse d'être un effort conscient et commence à faire partie intégrante de votre identité. Au début, le silence est un choix difficile. Puis, il devient une habitude. Et, à un stade plus avancé, il devient tout simplement ce que vous êtes. Non pas comme une personne fermée, distante ou inaccessible, mais comme une personne qui n'a pas besoin de se justifier pour exister.
C'est à ce niveau que beaucoup de choses changent silencieusement, car la transformation ne dépend plus d'une intention quotidienne. Elle s'intègre à votre façon d'être au monde. Quand le silence devient identité, on réalise qu'on n'a plus rien à prouver. Les décisions s'harmonisent, non pas parce qu'on a davantage réfléchi, mais parce qu'on a moins réagi. Il s'établit une cohérence silencieuse entre nos pensées, nos sentiments et nos actions. Et cette cohérence produit un impact différent. On vous perçoit comme une personne ferme, même sans en comprendre précisément la raison. Ce n'est pas une posture calculée, c'est le fruit de choix répétés, faits en coulisses. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car cette étape révèle une vérité cachée sur le pouvoir personnel. Ceux qui ressentent constamment le besoin de se justifier sont encore en train de négocier leur place. Ceux qui n'en ont pas besoin l'occupent déjà. Cela ne découle pas d'un sentiment de supériorité, mais d'une stabilité intérieure. On ne ressent plus l'urgence de corriger les perceptions erronées, car on sait que le temps arrange ce que les mots ne peuvent pas. Et cette confiance transforme notre façon d'appréhender la pression, le doute, et même nos propres erreurs. Quand le silence s'installe, les actes parlent d'eux-mêmes, sans qu'aucune explication ne soit nécessaire. Non pas de façon théâtrale, mais avec constance. Les petits résultats s'accumulent, les ajustements se font discrètement, les décisions difficiles sont prises sans tapage, et, peu à peu, ce qui nécessitait autrefois d'être défendu devient perceptible. C'est là l'un des aspects les plus négligés du développement personnel profond. Le monde réagit davantage à ce que vous incarnez qu'à ce que vous déclarez. Il y a aussi un changement intérieur très net. On réagit moins à son ego. Le besoin de reconnaissance diminue. L'anxiété de validation s'atténue, non pas par indifférence mais parce qu'on a trouvé un appui plus solide. L'état d'esprit se stabilise. Le cheminement gagne en continuité. On commence à faire confiance au processus, même en l'absence de témoins, car on a compris que l'essentiel de ce qui compte vraiment naît en coulisses. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car maintenir cette routine pendant des mois produit des effets que peu de gens expérimentent. L'esprit s'apaise. Les décisions sont prises plus rapidement, non pas impulsivement, mais avec lucidité. La tension émotionnelle diminue sensiblement. Et, peut-être plus importante encore, vous commencez à vous reconnaître dans votre propre posture. Il s'installe un alignement intérieur qui ne dépend pas des circonstances. Il ne s'agit pas d'une illumination, mais d'un entraînement régulier et constant. À ce stade, le silence n'est plus un outil ponctuel. Il devient la toile de fond de votre mode de vie. Vous parlez quand cela est pertinent, vous agissez quand c'est nécessaire, et vous ignorez le reste sans culpabilité. Cela crée un sentiment de cap constant, même face à l'incertitude. Vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de réagir à tout pour garder le contrôle. En réalité, vous réalisez que c'est justement en réagissant moins que vous préservez ce contrôle. La question qui commence à se poser n'est peut-être pas « comment arrêter de se justifier ?» ni « comment agir en silence ?» mais quelque chose de plus profond, quelque chose lié à ce qui se produit lorsqu'on maintient cette posture suffisamment longtemps pour qu'elle façonne notre identité. L'impact de cette attitude ne se manifeste pas en un jour, ni même en une semaine. Il se révèle progressivement, à travers nos choix, nos résistances, nos ajustements et notre persévérance. Et c'est précisément là que ce chemin commence à dévoiler des dimensions encore plus profondes. Si cette idée du silence, comme identité vous parle, commentez ci-dessous. Je suis moi aussi en plein cheminement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette conversation a trouvé un écho en vous à un moment donné de votre parcours. Il ne s'agissait pas de techniques ni de formules toutes faites. Il s'agissait de voir plus clairement où vous dépensiez votre énergie et ce qui change lorsque vous décidez d'agir avec plus de présence et moins de distraction. Si cela vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, même court, comme « Ce message m'était destiné » ou « Je serai avec toi jusqu'à la fin ». Ce n'est pas seulement un signe que vous êtes arrivé jusque-là, c'est une façon de transformer cette réflexion en quelque chose de conscient. Aimer cette vidéo a un impact plus important qu'il n'y paraît. C'est une manière discrète de maintenir ce type de dialogue, de montrer qu'il y a de la place pour un contenu qui ne crie pas sur tous les toits, qui ne promet pas de solution miracle, mais qui vous aide à mieux réfléchir, à mieux décider et à avancer avec plus d'assurance. Et si ce genre de réflexion vous parle, vous abonner à la chaîne est une façon naturelle de poursuivre ce cheminement, à votre rythme, sans obligation, simplement parce que vous vous sentez en phase avec ce type de contenu. Voici une vidéo qui complète parfaitement ce sujet,
et qui approfondit l'idée d'agir avec clarté et moins de réflexes. Cliquez dessus pour continuer à la regarder.